Alors bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Je m'appelle Germain Drouin et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le beau site du Moulin Michel à Gentilly. Et je veux les remercier, les responsables du Moulin Michel, de nous avoir donné la possibilité de venir faire ce tournage ici. Alors, donc, aujourd'hui, j'en suis à ma deuxième émission en compagnie de M. André Nadeau. Bonjour, M. Nadeau. Rebonjour. Bonjour. Et re-bienvenue à notre émission. Merci. Alors, on s'était laissé la dernière fois un petit peu abruptement sur une question ou sur quelque chose qui est en train de vous arriver. On avait discuté le fait que vous aviez quitté les ordres religieux à un certain moment et puis qu'après un certain temps, il y a quelqu'un qui vous avait conseillé d'aller voir un psychologue. Alors, j'aimerais savoir pourquoi on vous a conseillé d'aller voir un psychologue et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette histoire-là? Bien, c'était un père dominicain que j'étais encore dans les ordres à ce moment-là, il m'a regardé aller, puis il dit « André, je te vois aller, là, puis il me semble qu'il y a quelque chose, là, tu pourrais aller plus loin que ça dans ce que tu fais. » Là, vous étiez plus du tout dans les ordres, vous étiez oui, j'étais encore dans... un petit peu avant de partir. D'accord, m'excuse. J'ai dit, garde, là, tu es psychologue, là, je vais devenir ton client. Il dit, non, je ne peux pas parce que j'ai un préjugé favorable. Là. Je vais t'envoyer, j'en connais un à l'université à Trois-Rivières. Fait que je m'en vais là, puis tout ça, puis je rentre. Puis là, la première chose, moi, je me disais, il va me dire, lui, là qu'est-ce que j'ai, que je pourrais avoir, là, tu sais, dans mon comportement, pour que ça soit encore mieux que ce que je fais là. Puis ça fait... Non, première chose qu'il fait, il dit, je vais vous donner des feuilles, puis dessinez-moi un portrait. OK. Un homme ou une femme, ou un monsieur, ou une madame, n'importe quoi, là, tu sais, là. Fait que je fais ça, puis tout ça, puis... Il fait 4-5, après ça, il ramasse les feuilles, puis là, il dit ça, on va mettre ça de côté, puis on reviendra avec ça plus tard. Puis il me fait faire toutes sortes d'exercices. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Après ça, il dit, vous comprenez, là, puis vous écoutez ce qu'on vous dit, puis tout ça. Là, il revient avec les feuilles, là, puis là, j'ai resté plutôt, j'allais à 3-4 sessions, puis tout ça. Bon, là, il sort les feuilles avec les bonhommes et les bonnes femmes. Il dit, pourquoi vous avez fait juste des visages? OK. Ah, excusez-moi, moi, je pensais que vous vouliez avoir un bonhomme au complet. Puis, non, il dit, pourquoi? Oui, j'ai dit, c'est parce que moi, je trouve qu'un visage, c'est ça qui est important. Ça dit tout, un visage. Le reste, là, l'habit, puis la job, puis le char, puis la maison qu'il y a, là, c'est la... Et qu'est-ce qu'il en a conclu, finalement, de tout ça, là, lui, le psychologue? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, bien, il dit, oui, je comprends ça, puis oui, c'est bon, c'est vraiment... Ça m'impressionne, puis tout ça, puis c'est là que j'ai développé le culte de la personne. Vous avez appris à comprendre l'importance de bien connaître les personnes? Oui. C'est bien ça? C'est-à-dire, quand on voit une personne, on dit bonjour, puis on peut voir si cette personne-là, veut dire, c'est pas aller fouiller dans ses affaires, non. On dit bonjour, puis tout ça, puis on dit, c'est ça qui est important. Donc, le culte de la personne, c'est apprendre à bien communiquer, oui. Apprendre à bien respecter, oui. Apprendre à connaître ce qu'est la personne. Puis si on peut les aider. Oui. Moi, j'ai dit souvent aux gens, là, on a un ADN qui nous est propre, puis il n'y a personne d'autre qui peut nous l'enlever. Alors, et ça, comment ça vous a amené à prendre c'est ça qui vous a amené à prendre la décision finale de changer d'orientation? Bien, moi, quand je voyais qu'au monastère, là, le soir, je me ramassais tout seul, puis là, je disais à mon supérieur, bien, les Dominicains, là, qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres? Bien là, les autres prêtres, les prêtres séculiers, ils font la messe, puis ils confessent les personnes, puis... Oui, mais les Dominicains, là, pourquoi que Saint-Dominique, là, lui, là, il a pris son bréviaire, là, parce qu'il y avait des peaux d'animal, puis là, il a garoché ça, il dit, c'est pas ça, il faut aller vers les gens. OK. Donc, c'est le message que vous aviez décodé des Dominicains, en quelque sorte. Et donc... les curés, là, au lieu de dire que les gens ne viennent pas à la messe, bien, descendez de
votre piédestal. Votre piédestal, puis aller parler aux gens, informez-vous. Comment, ça va-tu bien chez vous, les enfants, ça va bien, le travail, puis tout ça. Et donc, cette remise en question-là vous a amené à finalement prendre votre décision de quitter les arbres. Oui, puis là, j'avais suivi des cours de cuisine, puis je suis allé travailler dans une école secondaire à Trois-Rivières. Puis après ça, je me suis parti en affaires avec mon beau-frère, puis on est tombé dans des communautés religieuses, tu sais, là, qui avaient besoin de quelqu'un. Puis les religieuses, c'est encore de la religion, mais c'est autrement, là, tu sais. Puis ils vivent ça, eux autres, puis il faut respecter ça. Puis je disais à mes jeunes, là, la musique dans la cuisine, baissez le son un petit peu, parce que les religieuses, là, sont en train de prier, puis ils prient pour nous autres, puis tout ça. Puis le soir, là, quand la religieuse disait « Deo gratias », on mange, là, mais là, on peut parler. Alors, c'est là que j'ai compris que je suis sorti de religion, puis je viens de comprendre le pourquoi, là. Il y a toujours, quand il arrive quelque chose, il y a toujours... Non seulement ça, mais ça vous a aussi guidé dans votre entreprise, parce que les valeurs que vous aviez et que vous avez acquises sont restées, puis ont guidé la façon dont vous gériez votre entreprise aussi, également, c'est ça? Puis après ça, en même temps, en étant en affaires, j'ai commencé tu sais, on m'a demandé, est-ce que tu pourrais... à Saint-Léonard-d'Aston, il y avait des élections, puis on dit, André, ça te tente-tu de... Donc, c'est tout l'aspect du bénévolat qui est rentré en ligne de compte, c'est-à-dire être au service des gens. Être au service des gens. Mais au sein de votre entreprise, vous deviez avoir aussi une philosophie particulière. Comment vous traitiez, combien d'employés vous aviez, mettons, au plus haut de votre entreprise? On avait une vingtaine d'employés, parce qu'on avait 3-4 maisons de religieuses, là, puis c'est matin, midi et soir, là. Et comment vos employés, comment vous traitiez vos employés à ce moment-là? On travaillait ensemble. Je n'étais pas André Nadeau qui donnait des ordres, là. À chaque année, là, on se réunissait, là. Dans le temps des fêtes, on se réunissait, puis on disait, qu'est-ce qu'on va donner aux religieuses, là, que s'ils allaient au restaurant, ils mangeraient ça, là. Puis on partageait tout ça. Puis on disait, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Donc, j'imagine qu'il devait y avoir quand même une bonne stabilité au niveau des employés. Les gens qui allaient chez vous étaient contents de travailler. Oui, parce que, premièrement, les religieux les aimaient, puis on les respectait, nos employés, puis on n'a jamais crié après. On disait, regarde, là, si le gâteau n'a pas levé, là, puis moi, j'en ai déjà fait des gâteaux, puis à un moment donné, j'avais oublié de mettre du soda, tu sais, puis ainsi de suite, tu sais, là. On ne garoche pas des roches à ces gens-là, on dit, garde, il n'y a rien là. Donc, en plus de l'entreprise, vous étiez en train de me dire que vous aviez travaillé, vous avez été bénévole, vous êtes impliqué dans l'action communautaire de toutes sortes de façons. Vous avez été conseiller municipal pendant 15 ans à Saint-Léonard-d'Aston. Saint-Léonard-d'Aston. Okay. Puis comment vous l'abordiez, cet aspect-là, votre travail de conseiller municipal? Est-ce que... Bien, dans ces années-là, là, c'était le développement des municipalités. Là, on a une aréna, mais on réunissait la population. Puis ça ne veut pas dire on décide de faire ça, on disait « Qu'est-ce que vous en pensez? » Même des fois, on disait à des gens « Bien, toi, tu es spécialiste dans telle affaire. Là, on a de quoi à réparer. Tu pourrais-tu regarder ça? » Puis c'est pas dire on ne s'occupe pas de ça, puis non. Puis vous allez voir qu'il va y avoir des résultats à ça. Est-ce que la mairie, par exemple, vous a tenté, Monet, de devenir maire? Non. Non. Vous trouviez que c'était suffisant? Mais avec les années qui avançaient, le gouvernement il nous en mettait toujours de plus, là, puis ça devenait... Vous avez aussi été président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Saint-Léonard-d'Aston. En même temps que j'étais conseiller municipal. Okay. Donc, 5 ans. Et est-ce que vous aviez encore votre entreprise à ce moment-là? Oui, toujours. Okay. Quand même, il y avait du pain sur la planche, comme on dit? Oui, mais c'était intéressant parce qu'on rencontrait beaucoup de personnes, on rencontrait des gens d'affaires, que, tu sais, là, on leur donnait des possibilités d'avoir des outils pour développer leur entreprise, là, puis ainsi de suite. Là, puis, Donc, vous avez aussi travaillé dans le domaine des sports. Vous avez été responsable du protocole des championnats de balles rapides. Oui. C'est ce qui ont lieu aussi à Saint-Léonard-d'Aston. À Saint-Léonard-d'Aston. Oui, puis il y avait des équipes qui venaient de l'Ouest canadien, des provinces maritimes. Alors, moi, je m'occupais là, de faire... J'avais du monde. On était 29.
Puis à chaque année, là, c'était toujours les 29 qui revenaient. On avait ça dans le bras à un moment donné. Puis les gens qui venaient d'ailleurs, surtout les d'Ontario, là, qui les autres, ils gagnent, puis mon Dieu Seigneur, c'est la fin du monde, mais ils nous félicitaient puis on allait ils nous demandaient quelque chose, on y allait tout de suite, puis tout ça. Puis, Donc, on peut dire qu'à Saint-Léonard d'Aston, les gens vous connaissent pas mal bien. puis on les connaît bien, puis c'est des Vous gens connaissez votre généreux. monde, Puis oui. moi, ce qui m'impressionnait là, quand j'arrivais, je disais, bon, là, on veut organiser telle affaire, là. Il arrivait une quinzaine de personnes. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, vous avez eu des reconnaissances pour le travail que vous avez mon fait. Dieu, ça, Vous avez reçu en 2016, vous avez été récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. oui. C'est quand même... et vous avez reçu la même année le prix hommage aîné de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est quand même des hommages importants que vous avez reçus. Donc, Oui, mais moi, je recevais ça, mais je me disais, il y avait une gang autour de ça là, qui travaillait avec moi, là. Pas Oui. tout seul, là. La médaille, là, OK, il n'y en a rien qu'une, mais je pourrais la donner à tout le monde, là, puis... Et le Nouvelliste vous a couronné tête d'affiche du journal en 2012. Oui. Ça, donc, au niveau régional, c'était quand même un hommage assez important. Oh. Alors, dans votre vie, vous êtes arrivé aussi à un moment donné où vous avez subi une épreuve difficile. On vous a diagnostiqué un cancer. Alors, j'aimerais que vous me parliez des circonstances qui ont entouré ce diagnostic-là, comment vous avez appris ça et comment vous avez réagi à cette chose-là. Bien, premièrement, j'ai été opéré à cœur ouvert, tu sais, là, parce que moi... En quelle année ça, on parle en 2017. OK. En 2018. Oui. Parce qu'en 2017, moi, ma belle-sœur m'appelle de Québec, puis elle dit, André, on organise un voyage, là, puis ça t'intéresse-tu? Moi, je pensais qu'on irait à Charlevoix, dans le comté de Charlevoix. Ah, ben j'ai dit oui, je vais en parler à Joanne, puis j'ai dit, vous allez où? Ben elle dit, c'est un projet qu'on fait, là, on partirait pour 42 jours. Oh boy! Ben j'ai dit... C'était pour quel endroit? On a fait on est passé par les États-Unis, on a fait tous les États-Unis. On est monté à Vancouver, puis on est revenu. OK. Le grand rectangle, là, autrement dit. J'ai vécu des choses là, que jamais j'aurais pensé vivre. Des moments heureux? Ah, mon Dieu. Puis j'en ai parlé à ma femme. Je disais à Joanne, il OK. faudrait que tu viennes avec moi. Bien, elle a dit, moi, je peux pas. Moi, j'étais en retraite. Là, Mais vous étiez en bonne santé à ce moment-là? Ah oui! OK. Puis, ben, elle dit non, moi je travaille, puis elle travaille dans la comptabilité. Elle dit si je pars 42 jours, mais que je revienne, là, on en avoir pour 3 ans. À rattraper tout ça. Rattraper tout ça. Elle dit vas-y, profite-en. OK. Vous êtes allé sans votre conjointe. C'est ça. OK. Donc, comment on relie ça au cancer, finalement? Qu'est-ce qui s'est Bien, passé? ce qui arrive, c'est qu'à San Francisco, puis nous autres, on arrivait, puis on était à San Francisco, on était 3 jours, puis on marchait, on allait voir des choses. Puis mon frère, il marchait un petit peu vite, puis moi aussi, puis à un moment donné, je disais tabarouette, slack un peu, André, là, j'ai de la misère, moi, là, puis je me disais, il fait chaud, il fait 40 degrés, puis tout ça. Mais c'est le cœur, là, que quand je suis revenu de chez nous, excusez, je touche au micro, mais je suis allé voir mon médecin, j'ai dit, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Je fais une demi-rue, là, Oui. puis je viens souffler. Fait que j'ai passé des examens, puis ils ont dit, bien, vous avez des artères de bloquées. OK. Donc, c'est un diagnostic au niveau des artères au début. Oui, c'est ça. OK. J'ai été opéré, puis là, mon cardiologue m'a suivi à chaque année. Je passe des examens, puis tout ça, tout est beau. Mais au début de l'année 2022, je passe des examens, puis il dit, André vient me voir, là, il dit, ton cœur, il est très beau, parce qu'ils prennent des mesures, mais il dit, j'ai vu passer quelque chose, puis je ne sais pas c'est quoi. Puis il dit, je vais t'envoyer passer d'autres examens plus avancés, puis tout ça. Je veux savoir c'est quoi. Je t'assure que c'était pas une graine de toast qui passait, là. Et ils ont découvert que c'était de l'amyloïdose, c'est que c'est une protéine qui est dans le sang, puis elle se promène. Puis elle est comme une sangsue, elle va se coller sur le cœur, les reins, les intestins, puis tout ça, puis elle va te siphonner. C'est un cancer, ça. C'est un cancer. C'est une forme de cancer. Donc, vous avez commencé à suivre des traitements. Oui, j'en ai 6 déjà. OK. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous étiez en bonne santé, vous étiez plein d'énergie, tout va bien, puis à un moment donné, vous recevez un diagnostic comme ça. Comment, dans votre esprit, vous recevez ça? Est-ce que vous êtes découragé? Ma vie est finie? Enfin, il doit y avoir des moments difficiles à traverser par rapport à ça. Première chose, j'ai demandé à mon médecin qu'est-ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait pour avoir ça. Oui, la culpabilité. Oui.
Bien, il a dit non, l'organe, notre organe fait ça. Puis là, je suis allé sur Google, là, puis il dit lis pas ça. Il y a 6 pages, là, puis à un moment donné, c'est ça, puis des mots que tu comprends pas, puis tout ça. Puis il dit regarde, là, je vais communiquer avec un hématologue, puis il va s'occuper de ça. Moi, je suis cardiologue, mais elle s'occupe des cancers, puis de toutes des choses comme ça. Là. Mais vous n'étiez pas découragé? Non, j'ai dit, regarde, là, la médecine est là, puis je vais suivre ce qui va se passer. Puis, Vous aviez bon espoir oui. que malgré ça, la guérison est possible? Oui, Puis que... parce qu'il m'avait dit, ça se guérit, mais c'est dur à trouver, puis c'est dur à... Tu sais, là, il faut la trouver premièrement. Puis après ça, bien, faut donner la bonne médication, là, tu sais, il faut être bien sûr, là. On ne peut pas dire, bien, faut vraiment que ce soit elle, là, tu sais, là. Fait que là, aujourd'hui, vous êtes en période de traitement, Oui. puis les signaux sont positifs, Oui, j'imagine? j'ai pas d'effet secondaire, puis tout le monde me dit, puis je fais des blagues à part de ça, tu sais, là, puis ma femme a dit, arrête de niaiser, tabarouette. Puis là, les infirmières disent, hey, non, si on avait tous des patients comme ça, ce serait le fun, tu sais, là, mais il y en a qui pleurent, il y en a qui ont peur de ça, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte de ça, tu sais, là, c'est incroyable. Est-ce que l'humour... Alors, l'humour, en quelque sorte, c'est peut-être une façon de... C'est peut-être une approche aussi qui permet d'apprivoiser la maladie. Oui. Quand on garde un peu un certain ton léger par rapport à ça, plutôt que de dramatiser tout ça. Là. Ben gars, j'ai perdu 30 livres, puis quand j'ai eu la première biopsie, j'étais couché en plein vent, puis quand je me suis levé, moi, j'ai de la peau ici, là, c'est comme si j'avais eu une pâte à tarte, puis j'ai manqué mon coup. Là, oui. Puis là, l'infirmière, le médecin a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai dit, je retiens ça de ma grand-mère, du côté de ma mère. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a, votre grand-mère? J'ai dit, elle a gagné, elle, un concours de ratatinage. Quel âge qu'elle avait? Elle avait 18 ans. Hey, elle s'est mise à rire, elle dit, j'en reviens pas. Attendez, il m'a prendre ça en note. J'ai jamais entendu parler de ça. Tout le monde riait. Mais votre expérience religieuse, dans le domaine religieux, est-ce que vous pensez que ça vous sert aujourd'hui dans la façon dont vous abordez votre situation, Bien, oui, parce que moi, je me dis, puis je dis aux gens, regardez, là, il y a toujours quelque chose qui va s'en venir de beau, là. Je connais quelqu'un qui, lui aussi, là, il combat, là, puis je lui écris souvent, puis je lui dis, garde, là, comment ça va? Il me dit, ça va bien, là, garde, là, ça s'en vient, on lâche pas. Puis avec la médecine qu'on a, on est suivi, là, ça se peut pas, tu sais, là. Mm-hmm. J'ai une infirmière pivot là, qui m'appelle, puis comment ça va, puis même la tête, là, est-ce que vous avez des problèmes, là, tu sais, là, puis on a des gens là, qui peuvent vous aider, là, tu sais, là, à comprendre, puis tout ça, là, tu sais, là. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir à relever le moral des gens qui sont autour de vous? Bien, il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas longtemps, un monsieur, justement, qui il achevait, là, puis il n'en avait jamais parlé à personne. Mm-hmm. Mais quand il a su que moi aussi, j'avais un cancer, là, il m'a téléphoné, puis il dit, j'aimerais ça te rencontrer. Puis il m'a parlé de ce qu'il a vécu. Puis moi, je lui ai dit, toi, comment tu prends ça? Moi, je lui ai dit qu'est-ce que je faisais, puis je lui ai dit, t'as pas à avoir honte, puis t'as pas à être gêné de ça. C'est une maladie, tu sais, là. Puis les gens, là, si tu leur en parles, là, ils vont t'aider, puis ils vont Moi, mon voisin, là, André, il dit, je veux pas que tu touches à ça, tu sais, là. C'est nous autres qui va le faire. Ben oui, je suis capable. Non. Toi, là, occupe-toi de... Et si, mettons, si on prend ce voisin-là dont vous parlez, ou cette personne-là à qui vous avez parlé, si on se disait cette personne-là est en phase terminale et elle va mourir, mettons, dans un mois, qu'est-ce que vous lui diriez à ce moment-là? Comment est-ce que vous aborderiez les choses avec elle? Bien, il y a des choses là, spirituelles là, qu'on ne comprend pas, mais ça va nous aider. Moi, j'ai un beau-frère qui est décédé, là, puis là, lui, il est décédé à 60 ans, là, puis du cancer, puis c'était un cancer pas à peu près, là. Puis au début, il était enragé, puis il voulait tout... Mais j'ai dit, regarde, là, à un moment donné, tu vas voir, là, ça va changer. Mm-hmm. Puis sans que tu t'en aperçoives. Puis là, il s'est mis à nous raconter ce que je vous raconte. Oui, Il a raconter ça. Puis à un moment donné, là, il était rendu paisible. Mm-hmm. Puis il a accepté de dire, bien, regarde, là, c'est ça. Tu sais, là, puis, Donc, la clé, c'est vraiment ça, c'est l'acceptation, dans le fond. Oui. Les choses qu'on ne peut pas changer,
on les change pas. On change celles c'est comme une espèce de devise des alcooliques anonymes. Oui. Là. Donnez-moi la possibilité de changer les choses que je peux, puis la sagesse d'accepter les choses que je peux pas changer. C'est un peu ça Puis aussi. quand il me disait que sa mère, il faisait du ragoût de boulettes, là, il était bon son ragoût de boulettes, je lui disais à sa femme, je vais aller en faire du ragoût de boulettes. Moi, j'ai travaillé dans la cuisine toute ma vie. Puis j'arrivais le soir, là, puis au souper, là, j'ai dit, gars, du ragoût de boulettes, là. Il mangeait ça, là. Puis là, on disait, mange-les tout si tu veux, garde, là. Et qu'est-ce que ça vous faisait, vous, quand vous faisiez ça? Bien, je me disais, peut-être qu'avec ce moyen-là, là, je vais essayer là, de l'apaiser un petit peu, là, tu sais. Là. Puis, puis là, il disait à ma femme, André doit être fatigué parce que là, regarde, là, il vient toujours m'apporter des choses. Puis moi, j'étais le chef là, de service, là, tu sais. Tout ce qu'il m'a dit, là, je lui ai fait. Des saucisses avec du bacon, il en a mangé un char et une barge. Mangeant, tu sais, là. Il était heureux, ce gars-là. Mais moi, je me disais, là, regarde, là, je ne peux pas y faire un sermon et dire, le bon Dieu, il vient te chercher parce qu'il t'aime. Là, non, c'est pas ça. Moi, je vais faire quelque chose là, que tu vas aimer puis que ça va te rappeler ta vie que tu as vécue. Et puis, j'ai dit, gars, Mario, là, j'ai dit, faire de la cuisine pour 1 ou 2 ou 3, là, ou 4 ou 5, là, il n'y a rien, là. Puis, je suis pas fatigué. Tu sais, là, regarde, là. Puis, regarde, là, on travaille ça ensemble, là, puis il est parti paisiblement, là. Puis, c'est ça. C'est très intéressant parce que j'ai une petite citation ici que vous avez écrite dans une de vos chroniques et ça dit « À force de vieillir, j'ai réalisé que c'était la façon la plus originale de rester vivant. » Ben oui. C'est quand même une bonne façon de voir la vie. Ben oui. Est-ce que cette légèreté-là, parce qu'il y a comme une espèce de légèreté par rapport à l'existence que vous communiquez dans tout ça, c'est-à-dire que y a rien ça ne sert à rien de se créer des drames. La façon de bien vivre, c'est de l'apprendre pour ce qu'elle est, puis d'essayer d'en tirer le maximum de satisfaction pour soi. Est-ce que ça résumerait un petit peu bien ce que vous pensez? Oui. Puis avec notre ADN, là, on est le plus grand miracle du monde, là. Puis on est des gens, là, faut pas réclamer on est des gens rares. Fait qu'il faut pas réclamer notre rareté. Puis comment tu proclames ta rareté? Tu prends ce qui est beau en toi, puis tu le donnes au service des autres, tu sais, là. Moi, j'ai passé un examen, une entrevue à un moment donné pour une job, là, puis le monsieur, il disait, oh, vous avez des qualités. Oui, avez-vous des défauts? J'ai dit, j'en ai, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Parce que j'ai tellement de belles choses à donner, là, qu'il faut que je mette ça par lettre alphabétique pour m'en rappeler. Comment que je te dirais que j'ai des défauts, là? J'ai des qualités, là, puis je les mets au service des autres. Pas dire, moi, je suis comme ça, non. Gars, tu as besoin, là, puis gars, on va t'aider, puis ainsi de suite. Là. Et est-ce que vous croyez que la façon dont vous vivez, c'est important? Ça constitue comme une espèce de témoignage pour les autres personnes aussi. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être comme une espèce d'inspiration pour les autres personnes? Bien, il y a des gens qui n'arrêtent pas de me le dire. Toi, André, là, tu sais, on t'écoute, là, puis c'est beau ce que tu nous dis, puis, gars, reste comme ça, puis tu vas guérir, puis tu vas continuer. Bien, j'ai dit, moi, là, je suis dans ma 78e âge, là, puis j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai d'autres choses à faire, puis tout ça. Puis je fais partie de conseil d'administration, puis tout ça, la Fondation médicale Jean-Pierre Despins. Ouais. Puis on aide là, des gens là, qui en ont besoin, là. Puis on fait des soupers bénéfices, là. Puis l'argent, on en donne à ces gens. D'ailleurs, la Fondation Despins, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais peut-être qu'on en dise quelques mots. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, cet organisme-là, qui ramasse des sous à chaque année pour aider justement à prodiguer des soins de santé aux gens de Saint-Jean-la-Stan. Et d'ailleurs, tu sais, là... Oui, et alentour. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a une très belle solidarité de toute la collectivité de Saint-Léonard-d'Aston. Et les gens... C'est assez exceptionnel que les gens soient aussi généreux, là. Oui, puis cette année, bon, bien, avant la pandémie, on avait 400 personnes au souper. On était tassés pas mal, mais cette année, on a dit... Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que quand ça fait longtemps que tu es toujours dans la même affaire, il faut que tu consultes. Puis on a demandé à une firme de Québec de venir. Bon, nous autres, là, tout ce qu'on fait, c'est un souper.
C'était une film de consultation qui vous indiquait comment mieux recueillir des fonds, comment vous organiser pour être... Puis comment donner des services. Mais là, on fait un souper. Ça prend un an de préparer s'organiser, tout ça. Puis OK, on donne des sous, mais on donne des sous. Puis ils nous ont dit, regardez, là, sortez. Allez voir les gens qui en ont besoin. Là, tu sais, là, assez que la Fondation médicale Jean-Pierre Desprez a signé un partenariat avec la pédiatrie sociale à Saint-Léonard-d'Asson. Et on va partager les sous qu'on a eus avec eux autres, parce qu'ils en ont besoin. C'est le docteur Julien qui a parti ça à Montréal. Puis il était malade samedi, mais il serait venu. Puis il a dit, un petit village comme Saint-Léonard-d'Asson qui fait ça, on n'a même pas ça à Montréal. Puis on a une clinique médicale. C'est vraiment exceptionnel. J'aurais quand même une dernière question à vous poser avant de vous quitter. Qu'est-ce que vous pensez comment vous contribuez? Quelle est votre contribution à l'existence des autres aujourd'hui, après 78 ans? Qu'est-ce que vous pensez que vous laissez derrière vous? Mais moi, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, à rencontrer des gens, puis participer à des choses, là, que ce soit nouveau, là, pour que les gens soient heureux, pour que les gens aient une belle vie. Là. Et le fait que l'âge dans la vie, le fait que quand vous avez eu 50 ans, 60 ans, est-ce que ça a changé votre vision ou pour vous, c'est une continuité? C'est une continuité. Moi, j'ai vu des gens pleurer à 40 ans. J'ai 40 ans, mon Dieu Seigneur, c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Ça commence, le monde, tu sais, là, puis c'est pas parce que tu es vieux, là, que tu es assis, là, puis que tu peux plus rien faire, là, tu sais, là, puis... Bien, écoutez, vous nous avez livré un super beau témoignage. Je suis certain que les gens qui nous ont écoutés vont tirer beaucoup d'inspiration. Je veux vous remercier très sincèrement d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça aujourd'hui. Ça a vraiment été très enrichissant pour tout le monde. Et donc, à nos auditeurs, nos téléspectateurs, je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine. Au revoir.